partage mon écran avec vous et donc je lance ce fameux thème donc, de la femme juive à l'écran et notamment autour d'une première question, ça va venir, hein, qui est la question, une question assez historique. Voilà. Vous savez tous qu'évidemment, on vit que le cinéma est parlant. Vous savez tous que le cinéma a été... Hop, je suis parti un peu trop vite. Que le cinéma a été d'abord muet. Et donc, il existe un premier film dans l'histoire du cinéma qui est un film parlant. La première fois qu'on a entendu parler au cinéma. Il y avait des films sonores, mais il n'y avait pas de film parlant. La première fois qu'on entend parler au cinéma, c'est un film qui s'appelle Jazz Singer, avec Al Jolson, qui était un chanteur, comédien de l'époque. Et Jazz Singer, en fait, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui est passionné de jazz, mais qui est issu d'une famille de cantors de la synagogue, de père, de grand-père et d'arrière-grand-père liés à la synagogue. Et donc, son père découvre en fait qu'il est plus passionné pour chanter le jazz et faire du blackface comme on faisait à l'époque, c'est-à-dire on se grimait en noir pour chanter comme les noirs du jazz. Donc, pour revenir à notre histoire, la première fois qu'on voit et qu'on entend une parole au cinéma, c'est l'histoire d'un couple qui se lamente, qui se plaint que son enfant quitte la tradition, ce qui est évidemment un sujet qui nous passionne ici. Et une mère juive qui protège son enfant. Je vous propose de voir le début, donc pour la première fois, commencer par l'extrait du début de Jazz Singer. Donc c'est la veille de Kippour, il va y avoir tout le rituel. Le film était parlant en partie et avec des cartons. Voilà comment ce film, ils vont retrouver le fils qui fait du jazz dans un bar et qui du coup, évidemment, se fait engueuler. Et la mama juive, qui était donc la première scène du premier film, apparaît à l'écran. Donc évidemment, ça me paraissait important de démarrer notre conférence avec ça. J'ai séquencé disons les sujets par grandes thématiques. Il me semble que quand on regarde l'image de la femme juive à l'écran, quel que soit d'ailleurs leur âge, et on va voir ça, une des premières choses qui est frappante, c'est que, eh bien, elles paraissent, ces juives à l'écran, en tant que telles, évidemment, extrêmement indépendantes. Et ça, depuis très très longtemps. Euh, Dès le début, il y a quelque chose dans l'imaginaire des films faits par des juifs ou des films faits par des non-juifs, comme quoi la femme juive, la fille juive, est une jeune femme finalement indépendante, qui est capable de s'émanciper d'un certain nombre de contraintes et de sujets, malgré la rigueur évidemment de l'environnement. Et encore une fois, je trouve que ça fait écho avec plein de thématiques actuelles, mais ne nous y trompons pas, voilà, je vais arriver à le dire, ça date depuis très longtemps. Et je vais commencer par quelque chose qui n'est pas un film de fiction, mais qui est un dessin animé des frères Fincher.
Ils ont créé Popeye, certes, mais ils ont surtout créé Betty Boop. Et Betty Boop, je ne sais pas si vous le savez, mais est une héroïne juive. On le sait par plein de canaux. Par exemple, dans ces dessins animés, apparaissent dans les décors boucherie cachère. On la voit, donc ça c'est le père Fincher qui crée Betty Boop. On la voit par exemple à table dans un repas de famille où elle se fait engueuler par son père et sa mère. Bon, vous avez tous remarqué la kippa, mais en fait, dans cet extrait, il parle en yiddish, etc., etc. Et donc, on le sait, et donc je pensais qu'on pouvait rendre un premier hommage à Betty Boop avec ces deux extraits. Where's your driver? As I should know. As usual. Why are you late? I got a cold. I know. No, I'm feeling awfully bad. Touch. What a time I've had. Touch. That's you. What I didn't button up my overcoat. Oh, and all I do is snip. That's you. Has that handkerchief touch. That's you. What a funny feeling in my eyes and ears and throat. Oh, my death, and oh, my dear, and all I do is just sit back here. Dans ce deuxième extrait, qui sera assez rapide, c'est une réadaptation et réinterprétation de Betty Boop sur Cendrillon, l'histoire de Cendrillon. C'est le premier qui passe en couleur. Et vous allez remarquer que Betty Boop, contrairement en noir et blanc, n'a pas les cheveux noirs, mais a les cheveux roux, ce qui est aussi une des indications sur son côté ashkénaze. I'm just a poor Cinderella. Nobody loves me, it seems. And like a poor Cinderella, I find my romance in dreams. For that's where I meet my Prince Charming. When I'm with him, cares fade away. I'm just a poor Cinderella, but I'll be a princess someday. Toujours sur les exemples d'indépendantes, on a évidemment Barbara Streisand dans Funny Girl. Dans Inglourious Bastard, on a Shoshana Dreyfus. Et puis on a un exemple beaucoup plus récent, Zlabia dans Le Chat du rabbin. Chez les Juifs, on n'aime pas trop les chiens. Un chien, ça vous mord, ça vous court après. Et ça fait tellement longtemps que les Juifs se font courir après ou aboyer dessus que finalement, ils préfèrent les chats. Enfin, pour les autres Juifs, je sais pas, mais mon maître, lui, il dit ça. Mon maître, c'est le rabbin Spar. Moi, je n'ai pas de nom. Et sur le port d'Alger, dans la Casbah, on m'appelle le chat du rabbin.
Zlavia! Zlabia, c'est ma maîtresse. Ma fille! Son nom, on dirait une pâtisserie au miel. Quand elle était petite, elle courait du fond de la maison pour venir m'embrasser, tu imagines? Zlavia! Mais qu'est-ce que tu fais dire à cet oiseau? Mais c'est pas moi, papa, c'est Kindlet. Elle voulait lui faire dire Kindlet, je t'aime. Oui, mais mon prénom, il est trop sophistiqué, alors il est difficile à prononcer pour un oiseau, vous comprenez, monsieur le rabbin? Tandis que bon, Zlabia, c'est plus commun, hein. Oui, bah, y a pas que les oiseaux. Même les garçons, ils disent pas trop Kindlet, je t'aime. Ah bon, pourquoi? Parce que devant chez toi, ils font la queue, les amoureux, peut-être? Attends, s'il y avait pas mon père, tu verrais comme ça se bousculerait pour venir me voir. Et qu'est-ce que c'est que ces discussions dans la maison d'un rabbin? Pardon, je voulais dire, heureusement que j'ai mon papa pour veiller sur moi. Miaou, miaou. Oui, et mon chat. Knidlet, tu n'as pas du travail à la maison? Non. Non. Quand je dis ça poliment, ça veut dire laisse-nous en famille, retourne chez ta mère, d'accord? Bon, d'accord. Ah d'accord, moi non plus, j'avais pas compris. Bah, salut, à demain, alors. C'est ça. À demain. Miaou. Oh, mon chat, mon petit amour. Il te contrarie, ce perroquet, hein? Tu aimes plus le chat que ton père, toi, hein? Dis-moi, si la maison, elle brûlait, si tu pouvais sauver un seul d'entre nous, tu choisirais qui, le chat ou ton vieux père? Papa, arrête ton chantage affectif. Elle va réviser ton piano, va. Oui, papa. Je veux t'entendre jouer distinctement. Oui, mon petit papa. Il m'agace, celui-là. Miaou. Oui, mon perroquet, tu me l'as mangé? Non, Comment non? pas moi. Il est où alors si tu l'as pas bouffé? Il est où? Papa, pourquoi tu cries? Je suis fatigué. J'ai cru que le chat il avait parlé. Tu travailles trop, mon papa. En tout cas, j'ai pas mangé le perroquet. Qu'est-ce qu'il a dit? Un mensonge. Il tue, il ment. Ah. C'est le chétan, cet animal. Papa, le chat, il parle! Ça, on va pas en faire un fromage. Oh là là, mon chat, c'est un miracle! Attends, on peut pas te laisser cette bête. Peut-être il est dangereux. Maître, je suis à ton service depuis toujours. Pourquoi, dès que je parle, tu te méfies de moi? Parce que les premiers mots que tu dis, c'est des mensonges. J'ai pas bouffé le perroquet, de toute façon, j'avais pas faim. Ah, tu mens pour camoufler un meurtre. Et papa, c'est un chat qui a mangé un oiseau. On va pas le mettre en prison, non? Mortellement effrayée par l'apparition de Julien, Madame de Rênal fut bientôt en proie aux plus cruelles alarmes. Mon Dieu, être heureux, être aimé, n'est-ce que ça? Qu'est-ce que vous lisez? Stendhal. Le rouge et le noir. C'est le chat qui lit. Depuis quand tu sais lire, toi? Depuis toujours, j'ai appris en même temps que ta fille, mais avant, tu ne le savais pas, je miaulais. Le rouge et le noir, c'est politique, ça. C'est le chat qui te met cette propagande entre les mains. Quelle propagande, papa? Oh non, maître, c'est un roman d'amour. Encore mieux. Donne-moi ça, toi. N'approche plus de ce chat. Je t'interdis de lui parler. Je t'interdis de le voir hors de ma présence. C'est mon chat. Bon, évidemment, ça continue comme ça. Alors, autre grand sujet, les questions d'amour, évidemment, au cinéma. Les scénaristes s'appuient beaucoup sur les questions de qui est avec qui, les mariages possibles, les mariages arrangés, les mariages mixtes aussi, possibles ou impossibles. Ce sont des grands sujets. Je ne sais pas si vous connaissez ce film qui s'appelle Easy et Sam, par exemple, qui est un film assez génial avec des marieuses
et l'héroïne doit être mariée de force, enfin de force en tout cas, voilà. Il y avait Au nom d'Anna, un film assez génial sur un curé et un prêtre tous les deux amoureux d'une fille qui était leur copine d'enfance. Là, on a Yentl. Je passe un peu vite. Dieu est grand, je suis toute petite, un film avec Audrey Tautou et Édouard Baird. Je vous donnerai encore une fois, pour ceux qui viennent de rentrer dans la conférence, je vous donnerai la liste tout à l'heure. Je publierai la liste de films. Voilà, Mauvaise foi, un merveilleux film de Roche Dizem aussi sur un mariage mixte. Et puis, ce film, Le tango des Rachevski, de Sam Garbansky. Shalom. Shalom. Rabbi. Rabbi, monsieur est là pour vous. Pour moi? Oui, monsieur veut des renseignements sur la conversion. La conversion à quoi? Au judaïsme, je suppose. Judaïsme? Vous faites d'autres religions? Excusez-moi, je suis distrait. J'ai cru que vous étiez juif, alors je ne comprenais pas bien. Merci. Vous voulez vous convertir? Ah, je voudrais des renseignements sur la conversion. Pourquoi? C'est une bonne question. Vous appréciez peut-être une jeune femme qui se trouve être juive? C'est pas une raison suffisante? Normalement, non. Mais qu'est-ce que vous entendez par normalement? Je vais être franc avec vous. Pour moi, c'est suffisant, mais pour aucun autre rabbin. C'est plus fort que l'amour. Le divorce. Si jamais vous divorcez, vous restez juif. Est-ce qu'on peut pas divorcer? Personne ne compte divorcer, seulement les gens divorcent. Moi, je suis divorcé. Vous pouvez faire ça? Bon, le divorce dans la religion juive n'est pas... Alors vous aussi, si vous divorcez, vous restez juif? Vous êtes resté juif? D'abord, je dois vous prévenir, si je vous convertis, c'est pas valable. Pas valable pour le consistoire. Je fais partie de ce qu'on appelle le judaïsme libéral. Et nous ne sommes pas reconnus par le consistoire. C'est ce qui correspond à l'Église, mais pour les Juifs. Pour eux, si je vous convertis, c'est pas valable. Pour Dina Rachevski, ce serait valable? Elle a un rapport avec Rosa Rachevski? C'est sa petite fille? Ah bon. Pour elle, ce serait valable? Enfin, je présume que oui. Bon. Qu'est-ce que je dois faire pour me convertir? Excusez-moi, mais mademoiselle Nina Rachevski, il me semble que sa mère ne soit pas juive. Alors? Mademoiselle Nina Rachevski n'est pas, religieusement parlant, elle n'est pas juive. C'est grave? Non, non, c'est juste que si vous vous convertissez, vous serez plus juif qu'elle. Évidemment que je suis juive. Religieusement parlant, non. Pourquoi? Parce que ma mère n'est pas juive, c'est Ouais. ça? C'est ça? Alors tu te dis, oh, enfin, juive de moi? Chaque fois que mon juif apprend que ma mère n'est pas juive, il me sort, mais alors toi non plus, t'es pas juive. Sans penser que ça pourrait me faire mal. C'est tout ce que t'as appris, le judaïsme? Que ça se transmet par la mère? Moi, j'en savais rien. C'est le rabbin qui m'a dit. Le rabbin? Ouais. Attends, t'es allé voir un rabbin pour vérifier si j'étais bien juive? Non, il faut me renseigner sur la conversion. Tu veux une famille juive, non? Antoine, je veux pas que tu te convertisses, moi. Je veux rencontrer quelqu'un qui a été élevé dans le judaïsme. Ah, alors, moi, je ne peux jamais être un bon juif. Mais si. Non. Non, pas comme je le voudrais. Un juif de moi, hein?
Écoute, Antoine, je te trouve très sympathique. Lina, tu sais ce que c'est ton problème? C'est qu'en fait, tu te sens pas vraiment juive. Si, je me sens juive. Ah bon? Et qu'est-ce que tu fais exactement pour te sentir juive? Ah bah justement, il n'y a rien à faire, il faut juste le sentir. Alors c'est bon, moi je peux être juive. Ah oui? Comment? Bah là, maintenant, là, je me sens juive. C'est suffisant, non? Tu te fous de ma gueule? Écoute, toi, il suffirait que tu te sentes juive pour être juive. Hein, et moi, je devrais être élevée dans le judaïsme, étudier le Talmud, porter un petit chapeau, avoir des pattes. Je t'ai dit que je voulais pas d'un religieux. Je devrais être élevé dans le judaïsme, mais je devrais pas être religieux. Voilà, outre le... Attendez, je vais reprendre la main 2 minutes parce que... Hop, je ne sais plus comment on partage l'écran. Voilà. Non, voilà. Sur ce film, là, je reviens 2 minutes parce que j'aime énormément cette scène-là, pas seulement parce que ça se passe chez les libéraux, mais elle contient toute la complexité de l'identité juive. Enfin, je crois qu'il y a quelque chose vraiment de très fort. Et plus largement dans ce film-là, le Tango d'Erachevski, où Sam Garbansky a, je crois, à peu près coché toutes les cases de la manière d'être juif. Il y a vraiment... enfin, si vous avez l'occasion d'abord de voir ce film, franchement, je vous le conseille. Et ensuite, peut-être plus largement un jour, je ne sais pas si on le fera, mais il y a quelque chose autour de la question de la conversion dans les films. C'est assez intéressant de voir que c'est un sujet qui est assez souvent abordé. Et peut-être qu'un jour, on pourra revenir là-dessus. Alors, je reviens sur mon partage d'écran et on va continuer. Tac. Sur, évidemment, une grande problématique qui est attendez, je suis un peu perdu, pardon. Activer le plein écran, voilà. Évidemment, il y a dans les combats de femmes des choses qui sont très, très fortes et on va commencer peut-être par ce film Get, le film de Shlomi et Ronit Elkabetz. C'est la scène d'ouverture du film. Une femme cherche à divorcer de son mari après des années et des années de procédure. Croyez que je le regrette, votre honneur, mais Elisha Salem, le mari, refuse de coopérer et de comparaître devant ce tribunal. Nous ignorons tout de sa position concernant la demande de divorce de ma cliente. Demande qui, je le rappelle, a été faite il y a 3 ans. 3 ans que ma cliente ne vit plus sous le même toit que son mari. J'informe d'ailleurs le tribunal que pendant ces 3 ans, il ne lui a pas adressé la parole, excepté une fois lors d'une visite de condoléances après la mort d'un frère. De quoi ont-ils parlé lors de cette occasion? Il lui a demandé de revenir au domicile conjugal. Qu'a-t-elle répondu? Elle lui a demandé le divorce. Monsieur Salem, vous n'avez pas d'avocat? Non, votre honneur. Souhaitez-vous lui accorder le divorce? Non, votre honneur. Cette femme a vécu hors du domicile conjugal pendant 3 ans. Oui, votre honneur. Êtes-vous disposé à la reprendre avec vous? Oui, votre honneur. Ne craignez-vous pas qu'elle se soit compromise? On ne vous entend pas. Non, votre honneur. Pardonnez-moi, mais ce n'est pas l'objet. Je vous demande de vous taire. Procédure. Êtes-vous serein concernant cette question? Oui, votre honneur. Pour quelle raison lui refusez-vous le divorce? Viviane, rentre à la maison, je t'en supplie. Qu'est-ce que tu vas chercher dehors? Pas de messe basse dans ce tribunal. Qu'est-ce que tu vas faire? Nous devons tout Viviane. entendre. Rentre, on oublie tout ce qui s'est passé, Viviane. Les enfants aussi veulent que tu reviennes. Rentre à la maison, Viviane. On recommence tout à zéro. J'ai l'impression qu'elle est fidèle, mais elle ne veut plus de lui, manifestement. Pas de conclusion trop hâtive. En tout cas, ses enfants veulent qu'elle revienne. Mais les enfants n'ont-ils pas quitté la maison? Si, il reste seulement le plus jeune. Il a 14 ans et vit avec son père. Parce que sa mère l'a abandonné. Elle voit son fils tous les jours. Elle lui prépare ses repas et les lui apporte quand son mari n'est pas là. S'il est chez lui, elle les fait porter par sa belle-sœur. Qui s'occupe de cette femme? Elle vit chez son frère aîné. Sa belle-sœur et la sœur de cette dernière peuvent témoigner de la vie décente que mène ma cliente. Il a bien fallu qu'elle subvienne à ses besoins pendant ces 3 années. De quoi a-t-elle vécu? Ma cliente a un métier qui lui permet de subvenir à tous ses besoins. Elle est coiffeuse depuis 20 ans. Et son mari lui a certainement versé une pension durant cette longue période. Non, ma cliente s'est assumée seule et en plus a pourvu aux besoins de ses enfants. Et maintenant, elle vient réclamer une pension. Non, votre honneur.
Alors, que veut-elle? Le divorce. Vous comprenez? Elle demande juste le divorce. Monsieur Amsalem, dites-nous pourquoi vous refusez. Allons, s'il vous plaît. Vous voyez bien que tout ça fait Monsieur partie... Gidon, je vous prie. Ce n'est pas à vous que la question a été posée. Monsieur Amsalem, répondez au tribunal. Jamais, Viviane. La réponse ne souffre aucune ambiguïté. Le mari a-t-il battu sa femme? S'est-il rendu coupable de violence? Tout dépend de ce que le tribunal entend par violence. Si vous parlez de violence physique, la réponse est non. Il n'a pas battu ma cliente. Il ne l'a pas battu. Bien. S'est-il préoccupé de ses besoins? Ça, c'est discutable. Pas de polémique, je vous prie. Lui a-t-il donné de l'argent, de la nourriture ou quoi que ce soit d'autre? Je vous ai dit que ma cliente ne vivait pas au domicile conjugal. Le mari voit-il des prostituées? Est-il infidèle? Non, votre honneur. A-t-il une malformation physique qui serait insupportable aux yeux de sa femme? Non, votre honneur. A-t-il menacé sa femme de quelque manière que ce soit? Est-ce qu'un danger réel pèse sur la vie de cette femme? J'ai déjà mentionné au tribunal que le mari ne lui avait pas adressé la parole en 3 ans, pas un mot. Vous dites qu'ils ne se sont pas parlé pendant 3 ans? Moi, je veux lui parler. C'est elle qui veut pas. Quel est le motif du divorce exactement? Très simple. Elle n'aime plus son mari. Irrecevable. Ils ne vivent plus ensemble. D'après le rabbin de Médina, 18 mois de séparation constituent un motif tout à fait valable pour entamer une procédure de divorce. Certainement pas. Il s'agit d'une opinion, ce n'est pas une jurisprudence. On est pour la paix des ménages. Monsieur, seriez-vous disposé à reprendre votre femme ici présente et ainsi lui donner une seconde chance d'être à vos côtés, de vous être dévoué à vous comme à ses enfants? Oui, monsieur le juge. Oui. C'est hors de question. Je refuse de rentrer. C'est ce qu'on va voir. En revanche, la femme n'a pas l'air très disposée à rentrer. Viviane Amsalem, malgré vos 3 ans d'absence au domicile conjugal, votre mari est d'accord pour reprendre la vie commune. Je vous conseille vivement d'accepter. Agissez en femme responsable et saisissez cette seconde chance pour sauver votre foyer. Et avec l'aide de Dieu, vous ne reviendrez plus nous voir. L'audience est terminée. Bon, j'arrête là parce que je sens que ça va vous énerver après. Ça dure très très longtemps. Il y a d'autres films dans lesquels il y a des combats de femmes, des femmes qui se battent pour se marier comme elles le souhaitent. Or, Mon Trésor, toujours avec la formidable Ronnie Telkabetz, et évidemment Yentl, une femme qui se bat pour pouvoir étudier. Vous connaissez tous l'histoire. Un film qui s'appelle Apprenti gigolo avec Woody Allen et Vanessa Paradis. My Father, My Lord, là c'est le combat d'une mère dont le fils est mort et qui ne peut pas supporter cette idée-là et notamment la responsabilité de son mari. Là c'est un film canadien qui s'appelle Félix et Mera, une jeune femme qui veut sortir du milieu Haredi, ultra-ortho, de Montréal dans lequel elle est et qui veut un peu s'en émanciper. Et puis un film incroyable de 1975 qui s'appelle Esther Street et qui raconte l'histoire de l'émigration aux États-Unis, si classique, en passant par Ellis Island. D'ailleurs, on va voir cette scène-là. Et c'est l'histoire donc, le mari, la situation est comme ça, le mari a émigré un peu avant et lui est sorti de son shtetl, est devenu américain. En quelques mois, il a coupé sa barbe, il a appris à parler anglais, etc., etc. Et 1 an plus tard, il accueille son fils et sa femme et voilà ce que ça donne. Donc la scène se passe à Ellis Island, qui était le grand centre de l'émigration, comme vous le savez certainement. L'extrait est en anglais, mais il est très parlant.
sag's nicht. Continue. Warum genommen die Mord? For what purpose are you bringing this woman in? For what purpose are you bringing this woman in? For the paper, she's my wife. That's your son. Was ist damit? Child. This woman is my wife, and that's all. Where's the marriage certificate? Dick Sube. Wo ist es? Nimm es aus. Das ist my missus. Das ist Mr. Bernstein. Sehr angenehm, Missus. Wie lange ist die Tante gewesen krank? Ganz noch heute. Ich war genug gedacht. Weißt, ich hab dir nicht erkannt. Du sagst, du bist wie ein Wort. Kilo. Du bist schon in Amerika. Du in Amerika tragt mir nicht den Schein. Ich hab ein Tichel. Du tragt mir nicht den Tichler. Jankel, ich will nicht kein mit eigenen Haar. Ich bin verrückt. Voilà, combat de femme parce que c'est une femme qui se battra pour s'intégrer dans l'Amérique nouvelle et qui aussi, d'une certaine manière, demandera le divorce parce que son mari ne veut plus d'elle, elle représente trop l'ancien monde et voilà, pour élever ses enfants, etc. C'est un film assez merveilleux. Autre grande catégorie, les Israéliennes à l'écran, évidemment, les Israéliennes vues par les Israéliennes, entre autres. Et les Israéliens, il y a ces films merveilleux, Les Méduses de Karl Kerets, par exemple. Il y a le film de Raphaël Nadjari, Avanim, une femme qui
qui se bat aussi pour son indépendance. On a Une jeunesse comme aucune autre, c'est un film israélien qui raconte l'histoire de deux jeunes soldats qui fait partie d'une unité frontalière, mais en fait à Jérusalem, sauf qu'elles sont soldates certes, mais femmes absolument, puisqu'elles préfèrent voilà, aller draguer ou se couper les cheveux ou je ne sais pas quoi que ce combat et cet uniforme qu'elles ont. Et puis il y a ce film Zéro Motivation, qui était un film qui raconte aussi, qui est un film de femmes et sur les femmes, notamment les femmes dans l'armée. Et c'est un film complètement décalé, qu'au moment où il est sorti, il a beaucoup interpellé, parce que la plupart des films qu'on avait jusqu'à présent étaient des films, notamment les films de l'armée, sur des unités combattantes, sur des combats, sur toutes sortes de choses. Et là, tout d'un coup, le film, en tout cas du point de vue des femmes, d'autres cinéastes l'ont dit aussi, était, mais non, en fait, je fais l'armée, mais je veux plutôt me planquer dans les bureaux. C'est des histoires de bureaux entre les unes et les autres qui sont au cœur finalement de cette histoire. Je vous propose d'en voir un extrait. Celui-là est en hébreu. טיפת כבוד לחברות שהייתה בינינו. איזה חברות. כל מה שעניין אותך זה לעוף מפה. חברות אמיתית זה להיות ביחד. חברות אמיתית זה שאכפת לך ממישהו. לא משנה איפה הוא נמצא. ולך אכפת רק מעצמך. On fume de progresser dans l'armée, avoir un bon poste, et l'autre s'en fout, elle préfère jouer toute la journée à des jeux sur Internet. אני הולכת למחוק אותם. את כל המשחקים האלה. תמחקי. את לא יודעת איפה זה האנטר. להדליק את המחשבת בקושי יודעת. הנה. זה דווקא פשוט. זוזי זוהר, את מפריעה לי. אני רק מזכירה לך שהשיא הכי גדול שלי וגם שלך בשולה בינוני נמצא על המחשב הזה. זה מעניינים אותי יותר השיאים האלה. השיאים האלה זה ההישגים הכי גדולים שיהיו לך כל החיים. אל תזוזי. תפסיקי עם השטויות. אני אורה לך בין העיניים. זוהר, תפסיקי, את לא נורמלית. תקומי. המחשב. לא. À contre-courant, voilà, qui s'appelle Zéro Motivation, dans les films israéliens. Un autre grand sujet qui, lui, est issu de la littérature et qui a infusé dans les questions de cinéma, là, on n'en verra pas d'extrait, mais une thématique qui s'appelle la Belle Juive, c'est-à-dire dans l'imaginaire collectif et depuis des siècles, il y a quelque chose autour de la Juive qui est une belle femme inaccessible, etc. On en a un exemple dans l'Apollonide. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film qui se passait dans un bordel. Et puis alors, Ivanhoe, qui est vraiment un film incroyable avec Robert Taylor et Elizabeth Taylor. Et dans un film qui vraiment se passe au Moyen-Âge, enfin, il y a tout ce qu'il faut, les donjons, les méchants avec des barbes, des combats, etc., etc. Et en fait, le personnage principal, joué par Robert Taylor, tombe amoureux de la fille du président de la communauté juive de l'époque, et ça donne un film absolument incroyable.
C'est vrai qu'elle est belle quand même. Alors, autre grande thématique, évidemment, je ne pouvais pas ne pas terminer les extraits avec ça, qui est la grande figure que les scénaristes et que le cinéma exploitent et réexploitent, la mère juive. Donc, on a commencé avec Jazz Singer, le chanteur de jazz. On a quelques très grandes mères juives au cinéma. New York Story de Woody Allen, avec le complot d'Oedipe. C'était ses vraies tantes, d'ailleurs, qui jouaient. On a dans Rabbi Jacob, Portnoy et son complexe. Dans Fievel, là aussi une question d'émigration. La mère Souriskevitch, avec tout, l'accent, les reproches, enfin tout ce qu'il faut. Dans La petite boutique des horreurs, on s'y attendrait pas, le film de Corman, eh bien, il y a ce personnage que vous voyez de dos là, et qui est Madame Shiva. Elle s'appelle Madame Shiva parce qu'en fait, à chaque fois qu'elle rentre dans la boutique, c'est pour un décès, un deuil, et elle en a 3 par jour. Donc voilà, film assez drôle. Et puis, petite confidence à ma psy, je ne sais pas si vous connaissez ce film avec Meryl Streep et Uma Thurman, où Meryl Streep est psy et Uma Thurman, sa patiente, qui tombe amoureux d'un garçon, et c'est formidable, sauf que le garçon, c'est le fils de la psy. Petit extrait. Dis à Christian qu'il ne mange rien. Oui, grand-père, donne-moi les cornichons. Ça, j'adore les cornichons. Mais qu'est-ce que tu fais? Il prend un scotch. Maman, j'ai fait une Très bien. Quoi? Demain, je vais aller à la synagogue prier pour que tout le monde ait enfin Dis-moi, tu sais que depuis que tu m'as parlé des ordinateurs... Maman, Quoi? laisse-nous terminer. Il a fini. J'ai découvert que j'étais absolument... Dis-moi pourquoi tu fais ça. Il y a tellement d'autres femmes avec qui tu pourrais sortir. Je t'ai encouragée à expérimenter toutes sortes d'avenues différentes, mais jamais sur ce plan-là. Alors dis-moi pourquoi tu fais ça. Ça veut dire quoi, faire ça? Faire quoi? Encourir la colère de Dieu? Pourquoi est-ce que tu cours après les ennuis? Maman, je vais pas me marier. Je veux simplement connaître autre chose, c'est tout. Tu agis comme si on était dans le ghetto de Varsovie. C'est le Upper West Side, et on est très nombreux ici. Est-ce que tu penses toujours épouser une fille? Oui, c'est sûr. Ça va? Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi tu t'entêtes dans ça. Crois-moi, tu risques vraiment de te faire du mal. Au pire, de lui en faire. Tu ne tiens donc pas à ta culture et à ton histoire? Mais j'ai pas à les abandonner, maman. Mais c'était assez brillant pour savoir que c'est une bonne idée d'épouser quelqu'un qui est de ton milieu. Et ça l'est. Toutes les études le démontrent, en tout cas pour ce qui est du taux de divorce. Tu devrais t'apercevoir que ça n'a aucun sens de t'engager sur une route qui ne mène nulle part, sauf à une catastrophe. Et autre extrait, Non, 2 autres extraits que je pensais commenterai plutôt après. un parquet en chaîne. C'est plus beau. C'est plus beau. Non, mais laissez tomber. Au revoir, Madame Hilton. Merci. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Il y a des travaux à faire. Madame Hilton m'a proposé de rester à son appartement. L'argent en plus ne fera pas de mal. Si seulement ton mari l'avait sur place de son fauteuil, je crois que l'argent va lui tomber du ciel. Tu avais tellement de talent quand tu étais petite. Maman, j'ai pas envie de me disputer avec toi. Et j'ai vu juste que tu aurais pu devenir une très bonne décoratrice. Décorer des grands magasins, des trucs élégants. Et là maintenant, tu te retrouves à bosser au pressing et à redécorer des appartements minables pour de vieilles gâteuses. J'ai pas besoin que tu m'expliques encore une fois à quel point j'ai raté ma vie. Ok? Ta famille n'est pas parfaite. Tes enfants sont pas parfaits. Alors si tu as honte de nous, bah dis-le nous, on te laissera toute seule. Quand Irène a rencontré Hervé, la relation entre ma mère et ma sœur est devenue invivable. Irène en souffrait tellement qu'elle a commencé à faire un étrange cauchemar dans lequel ma mère était présentatrice du téléachat. Chers amis, aujourd'hui, notre produit étoile est le spray pour devenir juif en quelques secondes. Et oui, avec le spray du rabbin Rosenberg, fini les conversions difficiles et laborieuses. Fini les circoncisions à l'âge adulte. Ce spray vous permet de devenir juif avec un seul. Mon beau-fils, c'est 100% goy. Bonjour. Et pourtant, avec 2, nous pourrons enfin passer les fêtes ensemble en toute tranquillité. Regardez. Hervé, comment t'appelles-tu maintenant? Moïse, je m'appelle Moïse Finkelstein.
Et comment t'es senti? Juif. Vraiment très juif. Amen. Mais ce n'est pas la seule utilité des esprits. Vos propres enfants ont parfois, eux aussi, besoin d'un petit rappel. Le sprite pour devenir juif est disponible dans tous les centres communautaires. N'attendons plus. Je suis le rappeur Rosenberg et j'approuve ce message. Simon! Vous dérangez pas pour moi, les enfants. Jouez, jouez. Jouez, Bouli. J'ai rien qu'une chose à dire à Simon, alors. Simon, viens ici. Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu as sorti une fourrure? Je m'en vais. Tu sais ce qu'il m'a dit cette nuit? Et en plus, il m'a réveillé pour me le dire. Devine. Je te sauve pas. Mais je sais pas, mais tu vas pas me raconter ça là maintenant, non? Ce que je peux te le raconter, alors. Ce matin, je me suis présenté chez toi et l'autre folle, elle m'empêchait de rentrer dans ton cabinet. Qui, Madame Paquet? Mais c'est normal, j'étais avec Monsieur Simoni. Ah bon, c'est normal. C'est normal que tu te renfermes avec Monsieur Simoni quand ta mère elle est au bord du gaz. Maman. En plus, il a rien du tout, celui-là, c'est un comédien. Il a rien du tout. Tu veux voir ses radios? Il a rien du tout. Demande à Madame Paquet. Seulement lui, forcément, il te paye, alors tu le reçois avec des sourires. Mais si maintenant faut payer pour te voir, dis-le, je savais pas. Combien je te dois? Arrête. Ah, Simon, ne me parle pas sur ce ton, hein, parce que ce soir, quand ta propre mère. Et tu pourras recevoir une paire de claques devant tous tes camarades, tu sais. Qu'est-ce que j'ai fait? Maman, écoute. Au revoir, Étienne. Au revoir ou adieu. Adieu, Bouli. Je n'ai même pas demandé des nouvelles. Où tu vas? Où tu vas? T'inquiète pas, je te laisse pas mon adresse. Comme ça, tu économiseras le thème. Bon, voilà, c'était pour terminer en beauté. Donc, Let My People Go, premier film. Et puis le deuxième, évidemment, Un éléphant, ça trompe énormément. Alors, j'arrête. Voilà globalement quelques sujets qu'on a abordés à travers des extraits. Bon, c'était un peu rapide, mais voilà, avec la technologie et la manière de faire, je pensais que c'était la meilleure manière de faire. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je vais regarder s'il y a des choses qui sont écrites. C'est une excellente et tellement vrai. Voilà, si vous avez des questions, soit vous prenez la parole, enfin, je ne sais pas comment c'est possible, ou alors vous m'écrivez. Ce que je vais moi faire, c'est donc, comme je vous ai promis, c'est vous mettre la liste des films qu'on a super. Avec des extraits et même ceux dont on a juste vu des visuels. Et puis, j'anime donc un blog audio, des podcasts autour des questions de cinéma, de bande dessinée, d'identité juive de façon générale. Je vous mettrai aussi, chaque semaine, je publie quelque chose et ça va être une manière de continuer. S'il vous plaît, c'est vraiment très intéressant et puis ça nous a rappelé de bons souvenirs. Et moi, j'avais vu un film il y a très, très longtemps, dans ma jeunesse, Next Stop, Greenwich Village. Alors, je connais pas. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non, ça ne me dit rien, je vais aller chercher. Ça s'appelait, ça m'avait frappé et c'était Next Stop, Greenwich Village, mais je n'ai jamais retrouvé. D'accord, ben peut-être. Oh, il y a peut-être 40 ans que je l'ai vu. Oui, mais vous avez remarqué qu'il y a des films qui datent depuis plus de 40 ans. Oui. Et c'était un film tout à fait, j'y pensais, dans Next Stop Greenwich Village. Il y a le jeune homme, ils sont à New York, il veut partir à Hollywood pour faire du cinéma. Au moment où il part, il y a sa mère qui lui apporte un sandwich avec du pickle. Ouais, j'ai jamais vu le film, j'aimerais bien le voir. Ah oui, moi j'ai jamais vu maintenant. Oui. Alors, c'est une thématique extrêmement ancienne, j'ai essayé de le montrer depuis les origines du cinéma, mais c'est une thématique récente. Il y a un film sur Netflix qui s'appelle, en français, un pickles américain, je crois, dans la traduction, sur une des plateformes, c'est peut-être pas Netflix, et qui raconte l'histoire d'un juif qui donc, il y a 60 ou 70 ans, arrivant à New York, et en fait, il tombe dans une usine justement comment s'appelle, de cornichons, etc., etc. Et il est dans la saumure pendant 100 ans. Oui, c'est ça, voilà. Il reste comme ça. Et il se réveille 100 ans plus tard et c'est un dialogue avec son
arrière-petit-fils qui est aujourd'hui à New York. Et évidemment que ça ne parle que d'identité juive, c'est-à-dire comment on est juif aujourd'hui, comment on l'était avant, quelles sont les valeurs qui sont passées d'une génération à l'autre et qu'est-ce qui est devenu moins important. C'est un genre d'hibernatus dans le pickles, en quelque sorte. Exactement, mais en très très juif. Non, c'est... Alors, est-ce que vous pouvez mettre la liste des titres, histoire de pouvoir retrouver... Oui, je vais mettre la liste. Donc, quelqu'un me redemande la liste, je vais la mettre tout de suite après la conférence. Voilà. Donc, vous pouvez, normalement, vous avez la main, si j'ose dire, sur vos micros. Donc, n'hésitez pas à les ouvrir pour poser des questions ou dialoguer avec Xavier. Et si jamais il y a un problème de son, faites signe et puis on ouvrira les micros. Voilà. Voilà, et quelqu'un me précise que c'est un American Pickle sur HBO. Voilà, le film dont je viens de vous parler. Alors, j'arrive pas à vous écrire. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être que je... Tac. Allez-y, hein, posez-moi la question ou des questions si vous en avez. C'est marrant, ça ne marche pas. Bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... Xavier, ce qu'il faut, c'est dans l'onglet conversé, il faut, là où il y a marqué en bleu le nom de destinataire, il faut choisir tout le monde. Oui, voilà. C'est ça. Et là, à partir de là, il faut coller directement du texte. Là. Hein, ou alors, on peut envoyer un fichier à part, mais tout le monde n'est pas forcément sûr de pouvoir le lire, sauf si c'est un PDF. Alors, je réessaye tout de suite, comme ça, tout le monde là en même temps. Non, ça ne marche pas. Je vais peut-être être obligé de le faire... Si tu veux bien, tu nous l'enverras et puis nous... Oui, c'était histoire de comme ça, c'était fait, mais je l'avais préparé, mais en fait... Ah voilà, ça y est. J'en ai fait une partie. Voilà, j'avais mis probablement trop de texte et donc il ne prenait pas tout. Je vais continuer ça. Voilà. Si vous avez, encore une fois, hein, allez-y, hein, pendant que vous avez des questions, je suis là pour ça. Ou des remarques ou des envies de dire des choses. Une remarque, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Par rapport à Betty Boop, oui. J'ai été très étonnée d'apprendre qu'en fait, elle a été créée dans un milieu juif, en fait, dans un environnement juif. Et alors, je ne sais pas si c'est moi, personnellement, il ne me semble pas que ça soit connu. J'ai jamais entendu parler de ça dans la vie de tous les jours. C'est vrai que c'est assez peu connu, mais quand on les voit et ils sont disponibles vraiment sur YouTube ou un peu partout, on voit très clairement l'ancrage juif de Betty Boop. Enfin, encore une fois, il y a plein de choses où il y a des choses où elle mange cachère, où il y a encore une fois la scène là, que j'ai montrée avec les parents, c'est une scène en yiddish. Oui. J'ai jamais eu l'impression que ça avait été diffusé en précisant cette chose-là, quoi. C'était, peut-être pas précis. Non, bon, après c'est pas caché non plus, mais vous savez alors il se trouve que moi j'allais dire c'est ma folie depuis des années d'aller repérer les choses juives dans les films. Parfois c'est explicite évidemment. Rabbi Jacob, c'est clair que ça parle de judaïsme, mais parfois c'est beaucoup plus subtil. Parfois, ça n'apparaît d'ailleurs pas de façon frontale pour en tout cas quelqu'un qui ne le saurait pas. Mais vous n'imaginez pas le nombre de films juifs, enfin, où la thématique juive apparaît. Vous ne pouvez pas imaginer. Avec Chuck Norris, d'accord, des films de combat. Alors moi, je m'amuse à les collectionner. Mais donc Betty Boop fait partie de cette collection-là. D'accord. Je m'étais juste posé la question de savoir si ça avait été caché ou pas, puisque la couleur de ses cheveux a changé. Est-ce que c'est un désir voilà. Non, quand c'est en noir et blanc, techniquement, il faut que les cheveux soient noirs. Dès qu'on passe en couleur, on les fait de la couleur qu'on veut. Et à ce moment-là, ils l'ont fait en roux. Oui, parce que ce n'est plus le cas aujourd'hui, par contre. Aujourd'hui, elle est toujours brune quand on voit les figurines, quand on voit... Oui, c'est vrai, mais parce qu'elle n'est pas en couleur, on l'a gardée sur une image noir et blanc. Il y a eu très, très peu de choses en couleur. D'accord. Et puis, je précise tout de suite pour vexer personne que tous les Ashkénazes ne sont pas roux, comme ça, évidemment, les ennuis. Merci.
Il y a un autre dessin animé, Xavier, avec une petite fille aussi qui a un fort caractère et qui de surcroît est rousse et où l'arrière-plan juif est très souvent présent. C'est ce qu'on appelle en français les rases-moquettes. Oui. Ah oui. Absolument. C'est très clair. Qu'est-ce qu'il y a Non, en dessin animé aussi, hein, il y en a pas mal quand même. Hein, on peut en trouver. Bon, je vous ai passé le chat du rabbin. Qu'est-ce que... En cherchant un peu, il y en a. Oui, oui, tout à fait. Dans les rases-moquettes, c'est tout à fait ça. J'ai réussi, peut-être le voyez-vous, à vous publier et la liste des films dont on a parlé, et en bas le lien sur l'audioblog, mais vous pouvez aussi vous mettre sur Facebook. Enfin voilà. Et puis du coup, abonnez-vous, comme ça sera voilà, vous pourrez les écouter régulièrement. Je parle de choses beaucoup plus actuelles, de BD notamment, enfin à caractère juif, parce qu'il y a la même chose dans le monde de la BD. On n'imagine pas. Il y a 2 films par mois qui sortent à thématique juive. Voilà. Ah oui. Sur les écrans français, je ne vous dis même pas dans le monde, sur les écrans français. Le dernier étant un DVD sorti la semaine dernière ou il y a quelques semaines, qui s'appelle le Vigile, qui est un film américain qui raconte. C'est un film d'horreur. Alors, même dans le film de genre, on trouve ça. Film d'horreur au sens que ça raconte l'histoire d'un jeune qui était orthodoxe mais qui a quitté la communauté, qui s'en émancipe en tout cas à New York, et qu'on vient rappeler pour veiller un mort le temps de son... juste avant qu'il soit enterré. Et cette nuit-là est une nuit d'horreur. Mais enfin, ça fait référence, évidemment, non seulement à la pratique juive, mais plus largement à son passé, etc. Donc, il y a beaucoup... voilà. Donc, au moins 2 films par mois sortent sur ces thématiques. Et dans le même genre, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais au moins 2 BD par mois sortent sur une thématique juive forte. Donc, est-ce la même chose pour le théâtre? Alors, je suis moins calé en théâtre, pour dire la vérité. Donc, je ne saurais pas dire. Mais dans les bouquins, par contre, je peux vous dire que oui. Et alors, ce qui me permet d'élargir sur une question plus large, on en a souvent parlé avec Aline, mais d'abord, s'il y a des films, s'il y a des BD, s'il y a des romans juifs, c'est parce qu'il y a des gens pour les acheter. Et il y a évidemment plus de gens qui les achètent que de juifs en France. Même si on achète 3 exemplaires chacun du Chat du Rabbin, ça ne remplira pas le presque million d'exemplaires du Chat du Rabbin qui est sorti. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que le fait juif intéresse bien au-delà de la communauté juive, et c'est heureux. Moi, j'en suis convaincu depuis des années. Ce qui me permet de dire doucement, par une petite translation, qu'il y a plus de gens qui nous aiment et qui s'intéressent à nous que de gens qui nous détestent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas combattre les cons ou qui ne nous aiment pas, mais ça vaut le coup aussi de mettre un peu d'énergie sur ceux qui s'intéressent à nous, qui sont prêts à entendre des choses ou à partager. Donc, ne serait-ce que par ce simple constat commercial, les gens qui voient des films, les gens qui achètent des bouquins. Donc, il y a quelque chose autour de ça qui me paraît intéressant à creuser dans l'action chacun de là où on est et en tant que communauté plus largement. Mais je sais que ça fait partie aussi de vos axes de réflexion et de travail. Très bien. Sandra, pour répondre à ta question sur le théâtre, oui, il y a aussi toute une thématique juive qui est très, très nourrie dans le théâtre contemporain. Et bon, là, évidemment, on en est douloureusement privé, mais avant que les théâtres ne soient fermés, à Paris, il y avait au moins 5 ou 6 spectacles qui, d'une manière ou d'une autre, développaient une thématique juive. Et puis, Aline, on s'est retrouvés plein d'années à Avignon au moment du festival. On ne pouvait pas voir toutes les pièces à thématique juive, c'est-à-dire qu'il y en a peut-être 40, 50, 60. C'est bon, par rapport aux milliers. Donc, voilà, il y a quelque chose qui intéresse, qui interpelle, et pour le dire autrement, les Juifs ont quelque chose à dire sur la société dans laquelle on est. Et là, je parle des œuvres juives faites par des Juifs, mais il y a quelque chose aussi d'intéressant sur ce qui est fait par des non-juifs autour du fait juif. Bref, tout ça pour dire qu'il y a plus de choses comme ça que de films antisémites. Bien qu'il y en ait.
Alors, merci pour la liste. Je lis un petit peu juste à côté. Pouvez-vous inviter un conférencier de théâtre? Ça, c'est pas pour moi, c'est pour Aline. Merci. Bon, d'accord. Bon. D'autres questions ou d'autres remarques ou d'autres films peut-être à signaler? Pas une question, mais des remerciements, bien sûr. Et puis, te dire aussi qu'il y avait il y a quelque chose qui court tout au long de ta conférence, mais qui concerne évidemment aussi les femmes juives. Ce sont les comédiennes elles-mêmes. Oui. Bah oui. Et c'était un très très grand plaisir évidemment de voir Ronit Elkabetz, dont je sais que nous sommes l'un et l'autre des inconditionnels. Et cette scène d'ouverture de Goethe, chaque fois que je la vois, elle est chaque fois plus incroyable. Donc voilà, ça peut être aussi un sujet pour une prochaine conférence. Absolument, absolument. Et donc tous ces films dont vous avez donné la liste, on peut les trouver Alors pour la plupart, vous les trouvez en DVD sur Amazon ou chez votre libraire favori. Il y en a quelques-uns qu'on trouve sur les plateformes. Et puis d'autres en streaming, mais c'est pas joli, c'est pas bien, on n'a pas le droit, donc il ne faut pas le faire. Donc je le dis officiellement qu'on ne peut pas le faire, si Yann nous écoute, mais bon, il y en a sur les streamings quand même. Bonsoir, il n'y avait pas de film documentaire dans tout ça? C'est vrai, c'est vrai. Je ne suis pas un fan de films documentaires, mais pourtant il y en a énormément. Évidemment, le film de Chantal Akerman, c'est la première chose qui me vient. Mais beaucoup d'autres. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors, peut-être que, pourquoi ça ne m'est pas venu l'idée? D'abord, merci de cette proposition et je vais essayer de la creuser. Mais ce qui m'intéressait, c'était de montrer les Juifs au détour des images. Bon, il y a quelques films thématiques fondamentalement juives que j'ai montrés, mais par exemple, dans Let My People Go, l'avant-dernier, avec le spray juif, ça ne se présente pas d'emblée comme un film juif. C'est au détour, enfin, c'est une thématique très importante de Michael Butch, mais le réalisateur. Mais voilà, c'est-à-dire ça m'intéresse de montrer quand ça n'est pas obligatoirement le sujet principal, le sujet central. Et évidemment, souvent, quand on parle d'un documentaire, bon, il y a des documentaires de création, mais c'est souvent autour d'une thématique qu'on brode. Et là, c'est beaucoup plus explicite. Cela dit, mon dernier podcast que j'ai publié sur mon site ce matin, que vous pouvez trouver sur Facebook, il est sur un documentaire absolument passionnant sur l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, c'est un truc qui est actuellement et jusqu'à mi-mars disponible sur Arte. En même temps, évidemment, le texte biblique et ce que ça en raconte, et les autres textes, d'ailleurs, des autres traditions postérieures. Et puis, les études archéologiques et évidemment tout le travail d'un autre côté scientifique. Et la tension entre ces deux approches est absolument passionnante. Donc ça, par exemple, je vous conseille tout à fait de voir ça. Merci. Il y a une question pointue dans la discussion, Xavier. Alors, mémoire cinéma israélien plus spécifiquement. Je souhaite aborder le sujet de la femme dans ce cinéma, donc prolongation. Alors, on pourrait faire quelque chose autour du cinéma israélien, bien sûr. Et si c'était ça, hein, la question sur le cinéma israélien? Oui, c'était ça. Oui, oui, évidemment que. Alors, je ne vais pas dévoiler maintenant, mais parce que. Quoique maintenant, vous êtes confinés, donc vous êtes obligés d'être à la maison, non plus pour vous. Enfin, je dis ça parce que moi, je vous parle de Marseille. Je ne sais pas si vous savez, mais moi, je suis Marseillais, en fait. Ah. C'est pour ça que j'ai un teint aussi sympathique et tout ça. Je me demandais quand tu allais le dire, Xavier. Et que nous, on est confinés depuis 15 jours et c'est horrible. Donc, on est content que vous soyez avec nous, en fait. Alors, pour être plus sérieux, le cinéma israélien est pour grande partie, et c'est une des grandes... un des grands axes de ce cinéma-là, c'est que c'est un cinéma féminin. Il y a un tiers, entre un quart et un tiers des films qui sont des films de femmes, des films sur les femmes. Évidemment, on ne parle même pas des actrices de premier plan.
Et c'est un des voilà, une des choses qui caractérise le cinéma israélien, c'est vraiment la question de la place des femmes dans le cinéma israélien et des problématiques, des questionnements, des thématiques autour de la femme. Je pourrais vraiment en citer 1000, donc effectivement, on pourrait tout à fait revenir là-dessus. Je voulais citer justement 3 films qui me paraissent intéressants du point de vue par rapport à ce que vous venez de dire. C'est Kadosh, évidemment, où la femme a la femme soumise. Et puis 2 autres films qui, à mon avis, font écho dans un autre sens. C'est Les Citronniers et surtout La Visite de la fanfare. Oui. Où là, on a une femme complètement libérée. Et ça me semble très intéressant, justement, cette opposition entre dans la place de la femme dans cette société israélienne. 2 aspects complètement opposés. Absolument. Alors, plus encore pour Les Citronniers, c'est très intéressant de voir que cette femme palestinienne se bat pour garder son champ de citron, et qu'elle fait alliance avec la femme du ministre israélien, lui, et enfin voilà, finalement elle gagnera devant la haute cour de justice, mais dans des conditions terribles. Oui, tout à fait, vous avez raison, mais je pense à Avanim, je pense à oui, Avanim, évidemment. Je pense justement à tous les films de Keren Hidaya, Jaffa, on a vu tout à l'heure Mon Trésor, c'est-à-dire que Loin de mon père, qui est un film sur l'inceste, enfin, mais aussi Montaigne, ce film de cette femme ultra-orthodoxe qui habite dans le cimetière, sur la colline du cimetière, enfin, etc. L'année dernière, le film sur le harcèlement au travail, enfin, Pardon ? L'institutrice, il y a 2 ans, qui était un... Oui, l'institutrice, exactement. Oui. Ah oui. Donc, c'est une thématique non seulement transversale, mais qui vient pas de rien. C'est-à-dire que il y a énormément de femmes réalisatrices, enfin, y compris d'ailleurs dans le domaine du documentaire aussi, mais dans le domaine de la fiction, bien sûr. Alors, est-ce que je peux redonner mon blog ? Alors, je vous redonne mon blog. Tac. Moi, je serai... Nonobstant, et donc n'hésitez pas à y aller, à liker si vous aimez. Et... Je voulais dire aussi qu'il y a la fameuse série sur Netflix, Unorthodox, oui, qui est excellente. Et, Sandra, Xavier a en préparation un ciné-club pour nous sur des séries et des juifs. Ah, d'accord, ok. Et entre autres, je vous parlerai de Mrs. Maisel, dont il y a eu déjà trois saisons et qui est le truc le plus époustouflant que j'ai vu en série ces dernières années. Mais enfin bon. Et oui, bien sûr, on parlera de tout ça. Comment vous dites ? Mrs. Maisel, la fabuleuse Madame Maisel en français. C'était sur Amazon Prime. Merci. Et sur les femmes qui font du stand-up à la fin des années 50, 60 et 70, avec un humour juif vraiment énorme. On voit qu'au cinéma, il y a souvent plutôt une dénonciation de l'orthodoxie avec des rôles féminins qui amènent à réfléchir, voire qui se positionnent en opposition. Est-ce qu'il y a au contraire des films qui seraient dans une glorification de la position religieuse des femmes ? Est-ce qu'il y aurait ce genre de choses ? Comme ça, je ne vois pas. Comment s'appelle, Xavier, la réalisatrice de Ouche Piscine ? Non, c'est Tsarigrad. Ouche Piscine, c'est un homme. Oui, mais la femme... Et sa femme, oui. Sa femme est réalisatrice aussi. Ah non. Oui, c'est ça, tu as raison. Alors non, dans Ouche Pisine, Tsarigrad joue avec sa femme parce que lui-même est orthodoxe et c'est une vision très positive de l'orthodoxie. Et c'est un film très chouette d'ailleurs. Lui et sa propre femme. Mais tu parles de Ramat Bronstein, qui a fait ce film dont on a vu un extrait. Alors le premier s'appelait
alors, c'était une femme qui devait être mariée de force, parce que son mari était mort et donc elle devait être mariée avec son beau-frère, si mes souvenirs sont bons. Oui, il y a toute une histoire. C'est très beau ce film d'ailleurs. Et c'est très beau. Et après, elle voit le rabbin et finalement, mais justement là, on montre l'orthodoxie, mais d'une façon entre guillemets positive. C'est pas du tout dénigré. Et le film est très très beau. Elle est elle-même très très pratiquante. J'ai eu la chance de la rencontrer, de la présenter 2 fois et de l'interviewer. Alors c'est absolument incroyable. Il y a un décalage incroyable dans cette femme ultra orthodoxe, mais vraiment comme Amea Shahari, tout. Et en même temps, d'abord une intelligence et une finesse extraordinaire, ce qui n'est évidemment pas incompatible. Et ensuite, sur le fait que cette femme, justement, fait des films de là où elle est, c'est-à-dire ultra-orthodoxe, sur des thématiques ultra-orthodoxes, mais il n'empêche que ça peut être, ça ne brosse pas toujours dans le sens du poil. La seconde était Wedding Plan. C'est une femme qui doit se marier pour Hanouka, si mes souvenirs sont bons. Ah ouais, c'est ça, oui. Et son mari la plante avant le mariage. Et elle croit tellement en Dieu qu'elle dit, c'est pas grave, on garde la salle, on garde la robe, on garde les gâteaux, on garde le traiteur, et finalement, je vais me marier. Et ce qui est une jolie comédie romantique, mais très intelligente. Et donc, cette femme-là qui fait des films avec son rabbin avec son mari sur le plateau et avec son rabbin au téléphone. C'est-à-dire il y a une ligne directe, mais qu'elle n'utilise jamais. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, pour répondre à la question, je ne vois pas beaucoup de films qui valorisent autant la place de la femme ultra-orthodoxe dans le judaïsme. Elles sont plutôt comme des sentinelles. Un film que j'ai cité rapidement, qui est un film israélien incroyable, qui s'appelle My Father, My Lord, avec Assi Dayan. Alors c'est lui le personnage principal, il est rabbin et il est tellement pris dans sa prière et dans sa foi qu'il ne se rend pas compte que son fils meurt. Globalement, voilà. Mais le personnage c'est un film de David Vollard, mais le personnage de sa femme qui vient de perdre son enfant et qui se révolte et qui est là comme une sentinelle à le reconnecter à ses émotions parce qu'elle est prise évidemment dans quelque chose de terrible, c'est assez passionnant. Il y a un autre film que moi j'aime beaucoup, alors attendez, je vais me souvenir, un film israélien en noir et blanc. Il y avait Le Vagabond, c'était le premier, le deuxième c'était Tikkun, voilà. Tikkun raconte l'histoire d'un jeune orthodoxe qui est pris dans toutes sortes de choses et qui est entre la vie et la mort. On va résumer le film comme ça pour commencer, qui est un film extraordinaire, métaphysique, formidable, aussi bien d'un point de vue formel qu'informel. Mais la question de la place de la mère et du père, mais la place de la mère, qui est un contrepoint justement à celle du père, est une place importante. Donc oui, il y a quelques représentations très fines et intelligentes de la femme orthodoxe dans le cinéma. Il y a aussi un autre film, alors c'est pas vraiment une femme orthodoxe, mais ça se passe à Jérusalem au XVIIe, c'est un très beau film de Moshe Mizrahi qui s'appelle Rosa, je t'aime. Ouais, j'y pensais justement. Voilà, avec Rosa, mon amour. Comment? C'est Rosa, mon amour. Rosa, mon amour, voilà. Et c'est magnifique, c'est une... je ne raconte pas, mais en plus, la résolution du film... je trouve, moi, est très ma sortie. Donc, c'est un film absolument merveilleux. Voilà. Sur le Lévira. Oui, sur le Lévira, absolument. Voilà. Et je voulais juste signaler, alors c'est un documentaire tout à fait récent, puisqu'il est sorti en 2019, qui s'appelle Rachel Freier. Il se passe, justement, c'est une femme juge qui est ultra-orthodoxe, donc c'est vraiment, on suit son travail qui est très politique d'ailleurs, qui n'est pas seulement... C'est le documentaire. Et c'est exceptionnel. C'est vraiment parce qu'on rentre à l'intérieur d'un milieu et on fonctionne à l'intérieur du milieu ultra-orthodoxe. C'est vraiment à voir. Je crois qu'il est tout à fait accessible encore, au moins en VOD. Il était passé sur Arte, je crois. Oui, sur Arte. Absolument. Sur Arte. Oui.
Mais ça, c'est une des choses un peu nouvelles, enfin nouvelles, qui commence à avoir une dizaine d'années. Les films, et notamment les films israéliens autour de l'orthodoxie, qui avaient un peu disparu, enfin, en tout cas qui n'étaient pas présents, et des films autour de l'orthodoxie faits par des gens qui en sont issus. Alors, ou parce qu'ils l'ont quitté, justement, je parle de David Vollard dans My Father, My Lord, ou qui y sont encore. Et bon, il y a quelques raisons qu'un jour on expliquera peut-être dans une conférence, mais du coup, ça donne une vision beaucoup plus intéressante. Ce qu'on a beaucoup reproché tout à l'heure, le film a été cité, ce qu'on a beaucoup reproché au film d'Amos Gitaï, c'est que c'est la vision du monde orthodoxe vue par un laïc. Donc, évidemment qu'elle est à charge. Bien que, bon, d'abord, moi, c'est un film que j'aime beaucoup, et deuxièmement, je trouve qu'il est finalement pas si caricatural que ça. Mais ce qu'on lui a beaucoup reproché, d'ailleurs, il a été détesté notamment par toute la communauté juive de France, pour ce film-là, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Alors que maintenant, depuis 10-15 ans, on commence à avoir des films issus du monde orthodoxe et qui ont évidemment une vision plus fine. Tout à l'heure, quelqu'un a cité un film que j'aime beaucoup aussi, Les Voisins de Dieu. Effectivement, c'est là aussi un réalisateur qui venait de ce monde-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème et que les choses sont lisses. Au contraire, elles sont montrées de façon assez crue, parfois encore plus que ce que d'autres se permettraient. Mais c'est assez intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez ce film qui s'appelle Esclave de Dieu, d'Adar Friedrich, un film qui a eu une place à Cannes il y a quelques années. C'est un moyen métrage qui raconte l'histoire d'une jeune fille prise complètement dans des questions autour de la question de la pureté, etc. C'est un film absolument passionnant. Et cette fille vient de ce monde-là. Voilà. On arrête là ? Il y a encore d'autres questions ou d'autres interventions? Sans fin, sans fin. En tout cas, moi, j'espère qu'un jour, on le fera en vrai. En vrai, comme ça, après, on ira boire un pot et on continuera à parler des films toute la nuit sans s'arrêter. Donc, il n'y aura plus de couvre-feu, il n'y aura plus de distanciation, il n'y aura plus de machin. Voilà. Vivement, vivement. Oui, absolument. En tout cas, merci à vous tous. Vous avez été particulièrement nombreux. Merci évidemment merci beaucoup. À Xavier. Et puis, comme je vous le disais, à suivre. Donc, nous vous tiendrons au courant, évidemment. Et je pense, d'abord, dans un premier temps, par le même dispositif que celui que nous avons expérimenté ce soir. Mais comme le disait Xavier à l'instant, je ne désespère pas de le faire monter à Paris quand les conditions le permettront. Voilà. En tout cas, merci à vous tous et merci mille fois à toi, Xavier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir et merci. Watov. Watov. Je peux. Et à Nice aussi. Il devient. Non, je voulais